On m'a demandé plusieurs fois quels étaient mes conseils pour choisir un ordinateur pour faire de la photographie, pour faire du Lightroom, pour faire du Photoshop, pour développer vos photos de façon générale, quel que soit le logiciel associé. Et jusqu'à maintenant, j'avais jamais eu l'occasion de faire une vidéo parce que le contexte ne s'y prêtait pas. Et là, il se trouve qu'en ce moment, je suis en train de monter un nouveau PC pour un de mes fils. Et du coup, j'ai tous les composants, puisque c'est des PC que je monte moi-même. J'ai tous les composants, je ne l'ai pas encore monté, oui, je pense que je finaliserai cela demain. J'ai tous les composants là, et je me disais, tiens, ça peut être l'occasion de pouvoir vous montrer les composants pour illustrer mes propos sur comment choisir les meilleurs composants pour son ordinateur dédié à la photo. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, on va parler ordinateur pour faire de la photo. Donc enfin, en tous les cas, pour développer ces photos et faire tous les traitements qui peuvent être associés. Avant, en préambule, je voulais vraiment à vous remercier tous et toutes beaucoup par rapport à tous les retours que vous avez pu me faire suite à la vidéo des 5 ans. Donc voilà, on a fêté ça la semaine dernière. Et c'est un grand plaisir que d'avoir une communauté comme vous. Donc encore merci à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on va parler ordinateur dédié à la photo. Alors quand je dis ordinateur, et c'est pour ça que je précise ce terme-là, même si après j'utiliserai sûrement le terme PC. Quand je dis ordinateur, c'est que ce soit un ordinateur au sens avec du Windows dessus, donc ce que je vais appeler un PC, un Macintosh, que ce soit un portable ou un fixe, que vous l'achetiez tout fait ou que vous le montiez vous-même composant par composant comme moi-même je peux le faire. Et on va en parler un petit peu aujourd'hui. Personnellement, chaque fois que j'ai besoin d'avoir un PC fixe, je me le montre moi-même, je choisis tous mes composants et je l'assemble moi-même. Pourquoi? Parce que d'une part, j'adore cette période-là de recherche des composants, de l'assembler, ce genre de choses. Voilà, j'aime bien ce côté-là. Et c'est aussi une façon de pouvoir faire le choix composant par composant des meilleurs prix performance pour avoir au final le meilleur PC possible et qui sera sans commune mesure avec le prix que vous l'aurez pu acheter avec les mêmes composants dans le commerce. Donc voilà, donc c'est une façon de s'y retrouver, mais ce n'est pas une obligation. Et si vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de monter votre PC, vous pouvez complètement l'acheter tout prêt. Et on va voir aujourd'hui juste les composants qu'il faut faire attention et quelles propriétés choisir plus que d'autres. De façon générale, et on va le voir, je pense que je l'évoquerai plusieurs fois, un PC dédié à la photo, mais je pense que c'est aussi vrai pour la vidéo, ressemble assez prochement, enfin de façon assez proche à un PC de gamer, ce qu'on appelle donc les PC dédiés aux jeux vidéo pour ceux qui jouent intensément aux jeux vidéo. Donc on verra qu'au niveau des composants, ça se ressemble beaucoup et je vais souvent faire le parallèle. Donc comme je vous disais, je suis en train en ce moment de monter le PC pour mon fils. Donc j'ai là, je vais vous les présenter un par un, tous les composants qui sont nécessaires à assembler un PC. Si vous l'achetez tout fait, de toute façon c'est le même type de composants que vous retrouverez dans votre PC sur lesquels il va falloir faire attention à quelques caractéristiques que je vais pouvoir vous donner. Bien évidemment, je tiens à le dire ici tout de suite, les composants que je vais vous montrer, moi c'est des composants haut de gamme parce que bon, mon fils m'a donné le budget, c'est lui qui paye, hein, pour pouvoir faire un bon PC gamer. Maintenant, des PC et des composants, vous pouvez en trouver à tous les prix, il faut juste savoir, sachant que pour moi aujourd'hui, je pense qu'un PC ou un ordinateur, plutôt PC parce que côté Mac c'est encore beaucoup plus cher, un PC pour la photo c'est minimum 1000 € et ça peut aller jusqu'à 2-3 000 €, on va le voir tout à l'heure. Alors ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais vous prendre les composants que j'ai, que je vais monter dans le PC, que je vous disais tout à l'heure, et on va regarder, ça me servira un petit peu d'étayer, vous expliquer à quoi sert le composant et quels sont les bons critères qu'il faut regarder. Donc on y va, on commence tout de suite. Donc le premier composant que l'on va évoquer, c'est, je vous l'attrape, hop hop hop, il est là, il est dans sa boîte. Mais je vais vous passer des petits bouts de vidéo, ce genre de choses pour le regarder. Je ne vais pas le déballer parce que bon, il y a des problèmes électrostatiques, il faut faire attention quand on le manipule. Mais c'est ce que l'on appelle une carte mère.
Qu'est-ce que c'est la carte mère dans un PC pour ceux qui ne savent pas? Je veux dire, si on fait le parallèle avec l'homme, je veux dire, c'est globalement son squelette et ses nerfs. Voilà, c'est ce qui fait que tous les éléments communiquent entre eux, c'est un des éléments principaux de votre PC. Souvent, quand vous achetez un PC tout fait, vous ne vous posez pas la question de la carte mère. Quand vous achetez les composants pour monter même votre PC, il faudra choisir la carte mère en fonction du premier critère, c'est en fonction du processeur. Une carte mère est associée à un type de processeur. Autre critère que vous pouvez regarder sur la carte mère, et ça pour le coup, ça peut être une caractéristique que vous pouvez regarder dans un PC tout assemblé, c'est la mémoire, on y reviendra tout à l'heure, donc la mémoire que vous allez installer, qui est installée sur le PC, mais aussi la capacité totale de mémoire, à savoir combien vous pourrez installer après si vous voulez upgrader un petit peu votre PC. Et ça, c'est une propriété aussi de la carte mère, donc il faut y faire très attention. Après, voilà, des cartes mères, il y en a à tous les prix. Je ne vais pas forcément rentrer plus dans le détail. Je vous ai montré un petit peu, voilà, électroniquement, comment ça se situe. Carte mère, un bon choix. Je vais pas, et là, je ne fais pas un tuto sur comment monter son PC, mais plutôt sur les caractéristiques à faire attention dans un PC que l'on assemble ou qu'on achète tout prêt. Donc éventuellement, la carte mère, faites bien attention aux capacités d'extension et notamment en nombre de slots mémoire occupés ou vides. Et on reviendra tout à l'heure sur la mémoire. Donc voilà sur la carte mère, donc voilà, je fais le tour rapidement. Vous voyez le carton, je vous l'ai déballé, de toute façon je vous montre des petits bouts de vidéo. Je pense que là-dessus, on va passer assez vite parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que si je ne fais pas un tuto, je vous disais, sur comment monter son PC. Donc voilà. Le composant suivant, c'est, je l'ai là. Le voici. Et exactement, c'est la boîte, mais le composant, il est là tout petit, c'est ce petit carré. Donc pareil, je vous montre des petits zooms de vidéo en parallèle. C'est le processeur. C'est quoi le processeur? C'est le cerveau de votre ordinateur. C'est là où tout se passe. C'est lui qui, aujourd'hui, traite toutes les informations qui sont traitées dans vos ordinateurs. Et c'est par là que tout va se passer. Donc vous voyez là, voilà, il y a deux marques en termes de processeurs, soit Intel, vous avez déjà entendu parler, soit AMD. Voilà, après, choisir l'un ou l'autre, que ce soit un PC assemblé ou un assemblage que vous faites vous-même, c'est en fonction des caractéristiques, c'est en fonction des choix. Voilà, il se trouve que de façon alternative, je pense un coup Intel est mieux, un coup AMD est mieux. Je dirais que ces derniers temps, sur les derniers processeurs AMD, assez haut de gamme, je dirais, ils sont assez, enfin les Ryzen, voilà, pour être plus puriste, ils sont réputés pour être un peu plus performants, peut-être tout ce qui est traitement vidéo et photo. Intel est beaucoup plus orienté vers les jeux, mais au global, si vous prenez un bon processeur, ça ira. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire attention sur un processeur? Ma foi, deux choses essentiellement, au-delà de sa marque. Il faut faire attention au nombre de cœurs. Donc, un processeur, ça a un certain nombre de cœurs qui... Avant, un processeur, ça avait un cœur. Donc, un cœur, un processeur. Maintenant, en gros, dans un même support, c'est comme vous aviez plusieurs processeurs. Donc, c'est ce qu'on appelle des cœurs. Plus il y a de cœurs dans votre processeur, et mieux ça sera pour faire des traitements photo, vidéo de façon générale. Qu'est-ce que ça fait le nombre de processeurs? Le nombre de cœurs, ça veut dire qu'il va pouvoir paralléliser chaque cœur prenant en charge une partie du travail qu'il y a à faire. Donc si vous avez 10 cœurs, c'est comme si vous aviez 10 processeurs qui traitent en parallèle chacun d'une partie des choses. Et quand vous avez 10 personnes, ça va toujours un peu plus vite que quand vous en avez qu'une seule, même pour du travail manuel, vous le savez très bien. Au-delà du cœur, on peut y faire attention, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Un autre sous-élément qui est associé au cœur, c'est le nombre de threads. Plus il y a de cœurs, plus il y a de threads, et mieux c'est pour le traitement photo, et par extension, je veux dire aussi vidéo. Voilà. Donc, je veux dire, maintenant, pour de la photo, essayez de cibler minimum 6 cœurs, 8 cœurs, 10 cœurs, 12 cœurs, maintenant pour les très hauts de gamme. Mais regardez, à ce niveau-là, je pense minimum 6 cœurs. Après, autre paramètre important du processeur, c'est sa fréquence. C'est la vitesse à laquelle il va tourner. Et plus il tourne vite, et plus il va traiter rapidement les informations qu'il a à traiter.
Donc la puissance, ça se regarde en mégahertz, sur la fréquence. Alors vous avez deux types de fréquences, la fréquence nominale, donc là où il fonctionne, je veux dire, en repos. Et vous avez ce qu'on appelle aussi une fréquence de boost, c'est-à-dire que si vraiment le processeur est sollicité, il peut monter jusqu'à une puissance limite, une fréquence limite un peu plus haute. Plus la fréquence minimale et la fréquence de boost sont hautes, et mieux ce sera, parce que votre processeur sera plus performant et pourra traiter les informations plus rapidement. À la marge, pour les puristes, il peut y avoir quelques informations complémentaires qui peuvent être importantes, le cache, ce genre de choses, mais globalement, sachez que nombre de cœurs et la fréquence, et plus il y a de cœurs et plus la fréquence est élevée, et mieux c'est. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, vous voyez, typiquement, là, moi, c'est un processeur Intel de dernière génération, un des meilleurs et des plus hauts de gamme qui se font actuellement. C'est un i9 10900K. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il y a de top. Et donc, on a essayé d'investir pour le PC de mon fils de quelque chose qui soit vraiment performant. Donc voilà, le squelette, enfin le squelette, voilà, si, et ici, le cerveau. Donc c'est ce qui est le plus important. Après, le processeur, autre élément très important à considérer, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est, je l'ai ici. C'est la mémoire vive. Alors je vous disais que la carte mère, c'est un peu le squelette et les nerfs, que le processeur, c'est un peu le cerveau. La mémoire vive, comment on peut dire? C'est toujours difficile, c'est les bras, c'est les mains, c'est... Je ne sais pas dans le parallèle comment dire, mais globalement la mémoire vive, c'est là où vont être stockées toutes les informations qui sont en cours de traitement par votre processeur. Donc si vous avez un logiciel, tous les échanges, typiquement par exemple si vous traitez des calques dans Photoshop, si vous traitez des filtres spécifiques, ce genre de choses, ça va être manipulé pour l'instant dans la mémoire vive. Pourquoi? Parce que c'est directement interfacé sur la carte mère, ça se connecte sur la carte mère. C'est directement adressé par le processeur. C'est quelque chose qui va très vite, qui communique très vite, le plus vite possible avec votre processeur. Donc c'est quelque chose qui est le plus rapide, je dirais, pour manipuler les informations. Des informations que l'on a temporairement, le temps qu'on les traite. C'est pour ça qu'on dit mémoire vive. C'est-à-dire que si vous éteignez votre ordinateur, ce qui est dans la mémoire vive, c'est perdu. Aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, plus vous avez de mémoire vive, donc ça en termes de paramètres, et mieux ce sera. Pourquoi? Parce que votre ordinateur, il sera capable rapidement de traiter plein d'informations dans sa mémoire vive sans avoir à dire « j'ai plus de place ». Et s'il a plus de place et qu'il a besoin encore de pouvoir traiter en même temps ces informations qu'il a dans les mains, eh bien, il va aller les écrire temporairement sur les disques durs. On va y revenir juste après. Et les disques durs, généralement, sont plus lents, même si ça a tendance à beaucoup s'améliorer, que la mémoire vive. Donc, vraiment privilégier la mémoire vive. Pareil, hein, pour montrer, là, vous voyez. Alors après, je ne rentre pas, hein, DDR4, aujourd'hui, c'est la mémoire vive du moment. Après, il y a plein de critères sur la mémoire vive. Globalement, le critère le plus important pour caractériser la mémoire, c'est sa capacité qui s'exprime en gigaoctets. Plus vous avez de gigaoctets de mémoire, et mieux c'est. Sachant que pour faire de la photo, je dirais même de façon générale pour faire quoi que ce soit aujourd'hui, il faut au minimum 16 gigas. L'idéal pour avoir une configuration qui commence à devenir correcte au jour où on se parle, autrement dit en 2020, c'est même 32 gigaoctets de mémoire vive. Après 64, 128, ça commence à monter, mais c'est encore mieux. Donc si vous devez acheter un PC, regardez la mémoire vive, minimum 16, en dessous ne prenez pas, style 8 Go ne prenez pas. Idéalement ciblez plutôt du 32 Go. Voilà. La mémoire vive, c'est très important, et ça se plug pour ceux qui montent leur PC, s'ils le savent, sur la carte mère. Puisqu'on a parlé mémoire vive, maintenant on va parler mémoire pas vive, je veux dire la mémoire qui se conserve quand vous éteignez votre ordinateur. Et globalement, c'est ce qu'on appelle le stockage. Le stockage, il se fait via des disques. On y va. Hop, décidément, je suis jamais du bon côté. Hop. Vous voyez, c'est pas un, mais deux éléments que je vais vous évoquer. Aujourd'hui, pour le stockage, il y a deux technologies qui sont complémentaires, mais qui sont aussi pas du même âge, je vais dire ça comme ça.
Nous avions avant, et je pense que vous le connaissez, si je vous dis disque dur, je pense que ça parle à beaucoup de monde. Donc j'en ai un là, c'est un disque dur mécanique, il y a un plateau qui tourne et qui vient un bras qui se déplace pour aller lire les données, ce genre de choses. Jusqu'il y a encore, allez, une bonne dizaine d'années, c'était surtout ça qui équipait les ordinateurs. C'est bien, c'est fiable. Moi, j'ai jamais eu de problème de disque dur depuis le temps que je monte des PC. Mais ça a tendance à être très lent en termes de lecture ou d'écriture des données sur le disque. Depuis la technologie avançant assez rapidement, eh bien, des nouveaux types de disques durs, enfin de disques, non, de disques de stockage sont arrivés et ce qu'on appelle les SSD. Alors, je ne vais plus retrouver l'acronyme, je ne vais pas le chercher, on s'en fout. Un SSD, ça va de 5 à plusieurs centaines de fois, enfin de 5 à plusieurs centaines de fois plus rapide qu'un disque dur comme je peux avoir là. Les SSD pendant un temps, c'était des SSD 2,5 pouces, voilà, qui étaient un peu plus un peu la même taille que le disque dur, un peu plus petit, un peu moitié en termes de format. Maintenant, il se fait, et c'est plutôt ça qu'il faut privilégier, des disques durs que l'on appelle au format M2, qui sont tout petits. Je vous montre des petites vidéos. Vous voyez, c'est une toute petite carte comme ça qui vient se plugger sur la carte mère et c'est plusieurs centaines de fois plus rapide que votre disque dur, quoi. C'est sans commune mesure plus rapide, c'est plus fiable, il n'y a plus de partie mécanique, c'est directement, en gros, c'est presque de la mémoire vive qu'on a stockée et qu'on a sauvegardée. Je vais caricaturer ça comme ça. En plus, tant que ce soit les disques durs, que ce soit même ces SSD, on a l'avantage, c'est que depuis les années passent, c'est que les capacités augmentent et aujourd'hui, on arrive facilement à avoir des disques durs qui ont des grandes capacités. La capacité d'un disque s'exprime en téraoctets. Donc aujourd'hui, si vous achetez un ordinateur, essayez de voir que au moins pour la partie système, c'est ce qu'on appelle là où vous installez Windows, si on parle de Windows, là où vous allez installer vos applications, que ce soit au moins sur un SSD, que ce SSD il ait au moins 250 Go, idéalement minimum 500 Go octets pour tourner, quitte à avoir, donc ça c'est pour cette partie-là, quitte à avoir un SSD, un disque dur comme ça à côté, pour stocker les fichiers que vous n'avez pas besoin d'utiliser en direct live. Typiquement, par exemple, si vous voulez installer, je vais prendre l'exemple que moi j'ai, Lightroom et Photoshop pour traiter mes fichiers, je vais les installer sur mon SSD qui est très rapide. Pour conserver mes photos une fois qu'elles sont développées, je vais les installer sur mon disque dur qui est plus lent. Mais j'ai pas besoin, c'est presque de l'archivage là, à cet endroit-là. Vous n'avez pas besoin d'y accéder souvent, il n'y a pas besoin que ce soit rapide en lecture, rapide en écriture. Aujourd'hui, facilement, vous voyez, ça c'est un disque dur que j'ai acheté à 55 €, je crois, quelque chose comme ça. C'est un disque dur de très bonne qualité, de 2 téraoctets. Vous pouvez m'acheter maintenant facilement 3, 4, 5, 10 Tera, alors qu'avant, c'était pas le même prix. Pareil pour les SSD. Avant, les SSD, ça a commencé. Je crois le premier SSD que j'avais acheté, déjà, ça fait quelques années, il faisait 64 Go. Maintenant, c'est 2 Tera ce SSD. Donc, presque, vous prendriez que ça suffit. C'est très rapide, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, vérifiez la capacité de stockage. Un SSD pour les applications qui nécessitent de la rapidité, vos applications cœur de travail. Autrement dit, si on parle photo, je vous disais Lightroom, Photoshop. Si on parle vidéo, c'est logiciel de montage de vidéo, ce genre de choses. Si vous avez tout autre logiciel, c'est sur ce SSD. Donc ça, il faut regarder minimum 250 à 500 Go, peut-être même plutôt 500 Go. Et si vous avez du disque dur classique, maintenant au minimum 1 ou 2 Tera pour continuer le reste, ça peut être pratique. Donc voilà je continue ma petite pile pour la partie stockage. Maintenant, on va appréhender le prochain composant, qui est un composant essentiel si vous êtes gamer, qu'il est un petit peu moins si vous êtes photographe. Je le prends, il est là. Hop, hop, oui, c'est un petit peu costaud. C'est ce qu'on appelle une carte graphique. C'est ce qui va gérer la communication entre votre ordinateur et votre écran. C'est ce qui va gérer l'affichage. Si vous avez un affichage en Full HD, c'est pas pareil que vous avez un affichage en 4K. C'est ce qui va gérer les couleurs, ce qui va gérer le rafraîchissement. Si vous jouez à un jeu, c'est essentiellement la carte graphique qui fait tout ça.
C'est pour ça que c'est un élément essentiel pour un gamer. Et là, vous voyez, vous avez une bête de guerre qui vient de sortir. Je vous dis pas le prix, c'est déraisonnable, mais bon, c'est pas moi qui paye, mais c'est vraiment top. Pour être photographe, vous n'avez pas besoin de la dernière carte graphique du feu de Dieu de gamer, vous avez besoin d'une bonne carte graphique soit, mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est globalement, hop, je vais le mettre à plat, c'est deux choses sur la carte graphique. D'une part, la résolution qu'elle peut adresser, ça va dépendre de votre écran. Si vous voulez afficher des photos sur un écran 4K, bah, il faut que la carte graphique soit capable de gérer cette résolution. Si vous voulez juste gérer ça sur un écran Full HD standard, voilà, je pense que presque n'importe quel graphique pourrait faire l'affaire. Ce qui est important au niveau photographie, sur la carte graphique, ce qu'il faut essayer de faire attention, c'est qu'elle ait le maximum de mémoire possible. Pourquoi? Parce que d'une part, vous avez maintenant sur certains processeurs, ils arrivent à consommer la mémoire de la carte, la mémoire vive de la carte graphique. Oui, il y a aussi de la mémoire vive sur une carte graphique. Et donc, ça permet aussi de rendre encore votre PC plus performant. Et deuxièmement, vous avez aussi maintenant des logiciels, je vois typiquement Lightroom, Photoshop. Aujourd'hui, s'ils ont une carte graphique reconnue qui est compatible, ils arrivent à pouvoir faire des traitements directement, ils les font mouliner dans la mémoire vive de la carte graphique. Donc ça peut être intéressant. Donc aujourd'hui, une carte graphique intéressante, enfin en tous les cas en termes de quantité de mémoire, je pense que ça commence à 6 Go. Voilà. Après 6, 10, 12, 20, 24, ça commence à monter pas mal. Celle-ci par exemple, elle est orientée plutôt jeu, donc il n'y a pas forcément. Elle est 10 Go, je pense qu'il est déjà pas mal. Donc essayez de regarder votre carte graphique. Et éventuellement minimum 6 Go, ça peut être utile. Donc hop, je pousse là. Autre élément qu'il faut être considéré, mais qui est peut-être moins important en tous les cas si vous achetez un PC tout fait, mais qui est intéressant de considérer si vous le montez vous-même. C'est, hop, je suis jamais du bon côté. Hop. C'est assez lourd. C'est l'alimentation. Bah oui, il faut bien un moteur là-dedans et c'est l'alimentation qui donne le jus à tous les éléments de votre configuration. Alors, si vous montez un PC avec des éléments qui sont généralement haut de gamme, ces éléments vont consommer de l'électricité, de la puissance. Un processeur comme celui-ci haut de gamme, ça consomme plusieurs centaines de watts. Une carte graphique comme ça, haut de gamme, ça peut aller jusqu'à plus de 400 watts. Donc, vous voyez, 300, 400, on commence à parler de plusieurs centaines de watts de consommer. Et donc, du coup, il faut une alimentation qui soit capable de fournir ces fameux watts pour alimenter tout ça. Ou sinon, bah, s'il n'y a plus assez de puissance, bah, c'est blackout et votre PC, il s'arrête. Donc, vous voyez ici, moi, pour la config que je suis en train de monter, j'ai acheté une alimentation. Vous voyez la puissance? C'est le chiffre ici. 850 watts. Pour pouvoir faire tourner ces bêtes de course, quoi. Et encore, ça pourrait être plus, parce que là, elle est juste dimensionnée confortable, mais c'est pas si énorme que ça. Si maintenant vous achetez un PC tout fait, l'alimentation, vous n'allez peut-être pas forcément trop vous poser la question. Mais on ne sait jamais, si à un moment ou autre vous voulez l'upgrader, rajouter des disques durs, ça consomme aussi de la puissance. Changer la carte graphique peut-être un jour, rajouter d'où des composants, ce genre de choses. Si la puissance de l'alimentation est assez puissante, ça vous permet d'avoir du gras si vous voulez faire évoluer la puissance de votre PC, sachant que les gens qui vous vendent des PC déjà tout construits, généralement ils mettent la puissance juste stricte nécessaire à ce qu'il faut, et c'est pas forcément beaucoup, vous n'avez pas beaucoup de marge si vous voulez upgrader. Mais bon, on ne fait pas toujours de l'upgrade de ces PC lorsqu'on achète un PC tout fait. Voilà pour la partie alimentation, donc pareil, hein, pour regarder un peu plus le composant en tant que tel, vous ai affiché des petites vidéos, mais bon, je vais l'enlever là cette fois-ci. Alors, le dernier élément que je vais citer aujourd'hui, maintenant, ça va être le boîtier et son refroidissement. Pourquoi? Donc, le boîtier, alors vous voyez, je vous mets là, je pense que vous le voyez, c'est le boîtier d'un... Alors, regardez pas dedans, parce qu'il y a les fils qui pendouillent, parce que je commence à le dépioter, et j'essaye de récupérer les composants.
C'est un PC qui a 14 ans et qui ne fonctionne plus. Donc je l'avais gardé parce que j'ai toujours mal au cœur de le mettre à la poubelle, d'autant que je peux encore récupérer l'alimentation. Il y a peut-être 2-3 trucs que je peux peut-être récupérer. J'ai déjà enlevé les disques durs, ce genre de choses. Ça vous montre un boîtier et tous les composants qui peuvent être branchés dedans. Donc un boîtier, c'est important. Mais dans ce boîtier-là, vous allez connecter tous les éléments qu'on a pu voir tout à l'heure. Et on a vu notamment que ces éléments, ils consommaient des watts. Les 300, les 400, les 850 watts de l'alimentation. Tous ces watts, ça fait quoi? Ça fait de la chaleur. Aujourd'hui, un processeur qui tourne à pleine charge parce qu'il travaille et qui traite vos photos à fond, ça peut monter en température, ça peut consommer des watts, mais ça peut surtout monter en température, monter 60, 70, 80, 90 degrés, le processeur. Pareil pour la carte graphique. Bon, pour le photographe, vous ne ferez pas forcément super chauffer votre carte graphique, mais ne serait-ce que votre processeur. Qui dit température, il faut essayer de la faire baisser ou en tous les cas la maintenir à un seuil acceptable. Et ça, souvent, c'est le boîtier, la qualité du boîtier qui fait ça. Et ce qu'on appelle, c'est la partie refroidissement, ventilation de votre boîtier. Donc souvent, quand vous achetez un boîtier tout fait, un PC monté, vous avez le strict minimum en termes de ventilation, un ventilateur de vent, un ventilateur d'air. Et je ne suis même pas sûr que pour bon nombre d'entre vous, si vous avez déjà des PC, vous soyez beaucoup posé la question de la ventilation de votre boîtier. Mais regardez quand il fonctionne à fond, si jamais vous l'utilisez à fond, de voir s'il ne chauffe pas ou pas, parce qu'un composant qui chauffe de trop, c'est un composant qui peut tomber en panne, ou un composant pour lequel sa durée de vie peut être restreinte. Donc il faut un bon boîtier bien ventilé. Donc là, le nouveau boîtier pour mon fils, là, je l'ai reçu ce matin, je ne l'ai pas déballé encore, je ne vais pas vous le montrer, ça ne sert à rien, je vous dis, je ne fais pas un tuto sur comment monter son PC. Par contre, c'est un boîtier qui est bien ventilé, où j'ai 5-6 ventilateurs, il y a bien des aérations partout, ce genre de choses. Et voire même, pour faire baisser la ventilation de votre processeur, il y a un système qui commence à se généraliser depuis quelques années et qui est bien pratique, surtout quand vous faites tourner aujourd'hui des processeurs qui sont très puissants. C'est un système de refroidissement pas par air. Vous voyez ici, là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ici, vous voyez, j'ai un grand radiateur qui est plugué sur le processeur et un ventilateur pour essayer de rafraîchir l'air chaud qui dégage, de la rafraîchir et de l'expulser de mon boîtier. C'est ce qu'on appelle un water cooling pour ceux à qui ça parle, c'est-à-dire que le refroidissement, il ne se fait plus par air mais par eau. Autrement dit, vous avez une pompe avec un circuit d'eau qui vient rafraîchir votre processeur et l'eau vient après dans un radiateur qui est ventilé et ça expulse l'air chaud à l'extérieur du boîtier. Je ne l'ai pas déballé encore, mais je vais vous le montrer. Voilà, voilà le water cooling qui est prévu pour le PC de mon fils que je suis en train de monter. Donc vous voyez, j'ai un radiateur qui fait ici avec 3 ventilateurs qui vont venir. Et derrière, on ne le voit pas beaucoup parce que le dessin il est assez foncé. Vous avez ici une petite pompe qui vient se plugger sur votre processeur qui va faire un circuit d'eau pour vraiment le rafraîchir. Quand vous avez des configurations comme ça avec des composants qui chauffent, il faut vraiment faire attention au circuit de refroidissement, que ce soit par air ou par eau. Donc il n'est pas exclu aujourd'hui que si vous ne montez pas votre PC, que vous achetiez un PC tout fait haut de gamme, dans lequel vous verrez water cooling, voilà, ça vous dit ça. Et après, bon, c'est pas évident de dire quels critères pour le water cooling, pour le refroidissement. Par contre, faites attention qu'il soit bien refroidi votre boîtier si vous l'achetez tout fait. Regardez déjà combien il y a de ventilateurs. S'il y a très peu de ventilateurs et que vous avez des composants dont vous savez qu'ils sont haut de gamme et qui vont chauffer, posez-vous la question si le boîtier est bien adapté. Voilà, donc chose à penser. Voilà, j'ai fait le tour rapide. Alors j'espère que je ne suis pas trop technique pour certains d'entre vous. J'essaie toujours de faire le parallèle avec un PC qui s'achèterait tout fait. Sachez donc globalement que les composants principaux pour un PC dédié à la photographie, c'est le processeur le plus puissant possible, le plus de nombre de cœurs et la vitesse possible. La mémoire, le plus de mémoire possible, 16, c'est limite aujourd'hui. Essayez de cibler 32 et au-delà, c'est encore mieux. Éventuellement, la carte graphique, pas besoin que ce soit la dernière carte graphique type top de gamer du moment, mais par contre, essayez qu'elle ait au minimum 8 Go de mémoire vive. Voilà. Comme je vous le disais aujourd'hui, un ordinateur dédié à la photo, ça ressemble beaucoup à un ordinateur de gamer. La seule concession qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être plus prioriser
un bon processeur par rapport à la carte graphique, alors que le gamer, il va surtout d'abord mettre tous ses sous sur la carte graphique. Il mettra un processeur qui va bien aussi, mais il va mettre tous ses sous d'abord sur la carte graphique. Donc voilà. Donc si aujourd'hui vous cherchez à acheter un PC, alors si vous cherchez à le monter, je pense que je vous ai déjà donné quelques indices. Moi après je ne vous dis pas d'acheter tel processeur plutôt qu'un autre. Éventuellement si vous avez des questions et que je suis capable d'y répondre, posez-moi des questions dans les commentaires. Si vous cherchez à acheter un PC pour faire de la photo, faites attention aux composants que je viens vous dire. Le budget, je pense qu'on sait très bien que les PC, ça commence à quelques centaines d'euros jusqu'à quelques milliers d'euros, si c'est un PC tout assemblé, donc tout monté tel que vous pouvez l'acheter. Après, ce qu'il faut voir, c'est que tous les PC que vous achetez, même si la marque elle est connue, style Dell, je sais pas, HP, ce genre de choses, ces gens-là, on appelle ça des constructeurs, ils construisent rien, c'est jamais que des assembleurs de composants, comme moi j'ai pu vous montrer, qu'ils assemblent pour vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, assembler un PC, c'est quelque chose de très simple. Bon, il faut savoir le faire, il y a des tutos sur Internet, c'est très simple, il faut se lancer une fois. Si vous l'achetez déjà tout fait, je pense que la barre des 1000 € est une bonne cible pour un PC entrée je veux dire pas forcément entrée de gamme, mais en tous les cas, puis commencer à être intéressant pour faire ce que vous voulez faire. Autrement dit, de la photo, en tenant compte de tous les critères que j'ai pu vous annoncer. Ah oui, un autre élément que j'ai pas du tout évoqué parce que ça mériterait une vidéo à part entière et pour lequel je suis pas forcément non plus très spécialiste. Au niveau composants PC, je commence à avoir pas mal d'expérience. J'ai dû monter 6-7 PC dans ma vie, quoi. Donc je commence à en faire. Un composant que j'ai pas du tout évoqué et qui est intéressant de considérer et qui est aussi très important si vous voulez faire de la photo, c'est l'écran. Donc je vous dis, c'est vraiment quelque chose qui est à part entière, qui pourrait être traité dans une vidéo en tant que tel, et je ne veux pas en traiter là, d'abord parce que j'ai pas le matière, et puis même moi j'ai pas d'écran aujourd'hui très qualitatif, mais c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention, donc si vous êtes intéressé à regarder des tutos, vous trouverez ça sur internet. Peut-être un jour si j'ai l'occasion, je vous en parlerai aussi. Donc je vous ai dit dans la FAQ, pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo, que pour l'instant, bon, j'avais encore un objectif en cible, j'espère peut-être, si j'ai les moyens, de pouvoir me l'investir en 2021. Mais que l'investissement d'après, sûrement pour 2022 ou plus loin, si j'ai pas les moyens, ça va être enfin de me monter un PC pour moi, parce que je monte des PC pour mes enfants, pour la famille, ce genre de choses, mais ça fait très longtemps. Le dernier PC que j'avais monté pour moi, c'est celui-ci, et je vous ai dit que ça fait 15 ans, il avait 15 ans, enfin non, 12 ans exactement, 12 ou 13 ans, et il ne marche plus. Donc aujourd'hui, je me suis rapatrié sur un vieux PC que j'avais monté pour un de mes enfants quand ils étaient plus jeunes, mais c'est pas du tout, il ne répond pas à tous les critères que j'ai pu vous annoncer. Donc j'espère pouvoir me monter un PC pour moi, et j'espère y consacrer un budget rien que pour l'unité centrale, autrement dit ça, et tous les composants que j'ai cités tout à l'heure, entre 1500 et 2500. Sachant que là, j'ai même pas parlé du clavier, la souris, ce genre de choses. Bon, et on a vu l'écran à côté. Je pense qu'un bon écran, il faut compter entre 300 et 500 € à peu près en nominal. Donc vous voyez, c'est encore des coûts complémentaires. À vous de voir. Donc j'ai beaucoup parlé de PC au sens poste fixe. C'est valable aussi tous ces composants et toutes les remarques pour un PC portable. Pour un PC portable, il faut faire d'autant plus attention encore sur ce que je vous avais alerté tout à l'heure, sur le refroidissement. Si votre PC portable il n'est pas bien refroidi, ça va chauffer, vous avez les ventilateurs qui vont partir en vrille, vous allez les entendre, ça va tourner toujours à fond. Faites attention, ou alors après vous pouvez investir sur des petits plateaux en dessous où il y a des ventilateurs complémentaires qui permettent de refroidir votre portable. À vous de voir, et après il faut faire attention sur l'écran du PC, mais je ne vais pas y revenir puisque j'ai dit je ne parlais pas des écrans. Voilà, je fais finir ici cette présentation, enfin en tous les cas ce tuto, je sais pas, en tous les cas ce partage sur comment choisir et sur quel point il faut faire attention, sur les composants, les caractéristiques pour choisir un PC dédié à la photographie. Et je vous dis, par extension, c'est valable aussi je pense que pour la vidéo. Sachez qu'il n'y a pas de miracle, plus vous y mettrez les moyens, plus vous aurez des composants haut de gamme et des capacités haut de gamme, et plus vous serez plus à l'aise pour faire ce que vous voulez faire. Après voilà, il faut toujours pareil, moi je prône pas d'acheter que des choses qui sont plus chères, chacun fait en fonction de ses moyens. Par contre aujourd'hui, si vous voulez vraiment, vous n'avez pas trop les moyens, ciblez quand même quelque chose aux alentours de 1000 € et plutôt orienté, partez sur un PC de gamer. Je pense que déjà vous avez peu de chances de vous tromper en prenant en compte les quelques cas ici que j'ai pu faire sur processeur, mémoire, ventilation, stockage, ce genre de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a peut-être éclairé sur certains éléments.
C'est la période de Noël, donc allez-y, faites-vous plaisir si vous avez les moyens, ou faites-vous offrir, ça peut être une autre façon de faire aussi, voilà. J'espère que ça vous a plu, si vous avez plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que ça se passe, le Tipeee, comme d'habitude, voilà. Merci de m'avoir suivi, et à la semaine prochaine. Au revoir.